engagerait un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre et inclusive dans un Sénégal apaisé et réconcilié. C'est l'une des déclarations du président Macky Sall lors de son adresse à la nation le 3 février 2024, alors que le chef de l'État a annoncé la possibilité d'un report du scrutin initialement prévu le 25 février prochain. L'Assemblée nationale a tout de même franchi une étape cruciale. Il faut rappeler que le 4 février dernier, la commission des lois a donné son approbation à une proposition de loi visant à reporter l'élection présidentielle. Avec 22 voix favorables, les députés des coalitions Benno Bokk Yakaar et Wallu ont convenu de ce report. Que se passe-t-il concrètement entre le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale? L'une des questions sur lesquelles nous nous pencherons dans le cadre de ce programme. Était-ce une nécessité pour le président Macky Sall de créer un hiatus ou alors une division, une segmentation entre le législatif évidemment et le judiciaire? On en parlera dans ce programme. Comment comprendre la démarche du président Macky Sall à l'approche de l'élection présidentielle? Cap sur l'actualité au Sénégal dans le cadre de cette émission Regard panafricain qui reçoit notre invité qui n'est nul autre que le docteur Yam Timba. Il est économiste et chercheur. Merci à vous d'être là avec nous. Bonsoir. Bonsoir Madame Bégoudé. Merci pour cette invitation à parler de quelque chose qui nous préoccupe tous en Afrique. Effectivement, quelque chose qui nous préoccupe tous en Afrique, la politique au Sénégal. On démarre les échanges juste après cette transition. Bienvenue à tous. Merci à tous de nous regarder sur nos plateformes internet Facebook et YouTube For You Media Africa, mais également de nous recevoir à travers l'application et aussi la radio, la 96.3 FM pour ceux qui sont au Cameroun, à Douala précisément, et à ses environs. Merci également à ceux qui nous reçoivent à travers leurs petits écrans. Docteur Yam Timba, vous êtes l'invité de ce programme. Nous faisons un zoom sur l'actualité au Sénégal et la dernière actualité concerne cette élection présidentielle prévue le 25 février prochain. Il y a un imbroglio, je ne sais pas si on peut appeler cela ainsi, si le mot est faible ou alors suffisant pour décrire la situation entre les deux pouvoirs aujourd'hui du côté du Sénégal. Mais en tout cas, le président de la République a pris une décision qui a commencé à être soutenue par plus d'un. On a vu certains chefs d'État féliciter, mais également l'Union africaine d'une certaine manière féliciter dans une moindre mesure et appeler au dialogue. On rappelle d'ailleurs, Dr Yam Timba, que le président Macky Sall a aussi appelé au dialogue. Écoutez, tout le monde est au moins d'accord sur une chose, c'est qu'il faut discuter, il faut que les gens se parlent, il ne faut pas tirer la couverture de son côté. Le Sénégal, on estime que ça fait quand même depuis 1960 qu'on n'a raté aucune échéance électorale, en tout cas en ce qui concerne la présidentielle. Aujourd'hui, malheureusement, il y a un report. Mais il faut qu'on s'entende très bien. J'entends beaucoup de gens dire, et ça paraît être à la suite de la révolution orange avortée de l'année dernière, dire que maintenant que le président n'a pas eu son troisième mandat, il veut quand même s'éterniser au pouvoir. Nous devons éviter ce genre de transitions qui ne sont pas simplement faciles, qui ne sont pas uniquement faciles et simples, mais qui sont stupides. Parce que il faut comprendre une chose. Le président a rappelé clairement que lui, qu'il ne sera pas du tout candidat et qu'il l'a déjà dit. Et que ce soit clair pour tout le monde. Il n'a pas du tout l'intention de rester au pouvoir. Parce que rester au pouvoir... Il y a d'ailleurs un candidat déjà pour le parti. Voilà, donc il ne comprend pas très bien pourquoi les gens insistent sur le fait que
il compte rester au pouvoir. Certains estiment que le report des élections veut dire le report de son propre départ. Mais non, on a un problème de fond ou des problèmes de fond que les gens ne veulent pas regarder. Parce que malheureusement, comme la dernière fois, quand on parlait de troisième mandat, alors qu'il s'agissait plutôt d'un deuxième quinquennat, auquel il avait droit, mais il a renoncé au pouvoir, parce que le Sénégal est plus important que sa personne, eh bien, je crois que il faut que les gens lisent soigneusement tous les textes. Et en lisant les textes, il faut qu'ils se disent qu'ils existent pour être utilisés. Ne confondons pas nos désirs qui sont de type opiniel avec... la réalité sur le terrain. Non. Avec les exigences du management public et les exigences de la procédure politique. Ce sont des choses écrites, la procédure politique. Le management public, ce sont également des choses écrites parce qu'il y a des procédures, des dispositions très précises. Ce n'est pas des choses sur lesquelles on vient dire ce qu'on pense, ce qu'on veut ou ce dont on rêve. On regarde quelles sont les dispositions textuelles qui encadrent un certain nombre de choses ou pas. J'ai lu beaucoup d'universitaires, que ce soit sénégalais ou africains ou autres, et j'ai entendu beaucoup de médias, particulièrement les médias mainstream, qui soutiennent les révolutions de couleur partout en Afrique et partout ailleurs dans le monde, et qui soutiennent tous les régimes fascistes et tous les fascistes à la petite semaine qui se lèvent tous les jours et veulent détruire leur pays. Je les ai entendus dire oui, mais il n'y a qu'une loi pour qu'il y ait un report, etc. Mais elle est là, la loi. Et elle est là, la loi adoptée. Maintenant, on fait quoi? Le président ne pouvait pas créer un précédent. La Constitution dit que pour être candidat, vous devez avoir la nationalité sénégalaise. Oui. Il y a un candidat qui a été validé, qui malheureusement présente une double nationalité. Ça entache le scrutin. À ce jour, on en compte 2 déjà. Ça entache le scrutin. Et à partir du moment où vous avez des candidats parmi la vingtaine dont les candidatures ont été validées, qui ont, s'il y en a au moins un qui a une double nationalité, tout de suite le scrutin n'obéit plus, n'est plus conforme à la Constitution, ni à l'esprit, ni à la lettre de la Constitution. Et le rôle du président de la République, ce d'autant plus que lui, il est partant, c'est de veiller à ce que le pays ait une démarche constitutionnelle claire, propre, respectée de tous, et qu'on ait des élections pour lesquelles on aura anticipé sur le contentieux. Parce que le contentieux, on sait toujours, quand il commence, comment il commence, personne ne sait comment se termine un contentieux post-électoral. Oui. Même le contentieux préélectoral, personne ne sait comment il s'achève. Donc, il faut faire très attention à ça. Sinon, si le président laissait faire cette élection, au-delà du contentieux, il aurait créé un précédent qui aurait fait jurisprudence. Que désormais, et c'est le Conseil constitutionnel qui aura validé ça, et le Conseil et cette décision ne sont pas susceptibles de recours, que désormais, vous pouvez briguer la magistrature suprême au Sénégal avec une double nationalité, ou en tout cas avec une nationalité autre, que la nationalité sénégalaise. Mais vous imaginez ce que ça veut dire, ça? Or, nous avons des candidats. Le minimum quand vous êtes candidat à une élection présidentielle, c'est d'avoir lu la constitution du pays. Vous ne prétendez quand même pas vouloir diriger un pays dont vous ne connaissez même pas la constitution. Si ce préalable basique est acquis et est reconnu par nous tous, ça veut dire que tous ceux qui se sont présentés ayant une double nationalité, c'est des bandits. Ce sont des tricheurs. Et si le président laisse des tricheurs participer à un scrutin et qu'éventuellement un tricheur gagne, quel Sénégal aurons-nous? Un Sénégal de la tricherie? Quel exemple même ces gens-là donnent-ils à la jeunesse sénégalaise? Ils donnent à la jeunesse sénégalaise l'idée qu'il faut tricher, même à ce niveau-là.
Et j'ai entendu beaucoup de gens interpréter, dire oui, la décision du Conseil constitutionnel n'est pas susceptible de recours, donc comme on a déjà validé 20 candidatures, il faut qu'ils aient aux élections. Non, attention. La décision de la Cour ou du Conseil porte sur la validité des candidatures. Ça ne porte pas sur le scrutin. Oui. Parce que la Cour ne se prononce sur le scrutin qu'à la fin. Qu'à la fin de celui-ci. Donc, ce n'est pas parce que la Cour a validé des candidatures que nécessairement le processus électoral va avoir lieu. Oui. Ce n'est pas là-dessus que la Cour s'est prononcée ou le Conseil s'est prononcé. Donc, il faut que les gens, quand nous parlons de nos continents, que nous ayons le sens de la mesure. Il ne s'agit pas de nos émotions, il ne s'agit pas de nos désirs. Il s'agit de procédures écrites, il s'agit de dispositions écrites et il s'agit de techniques juridiques et de management qu'il faut respecter. Et nous devons faire attention aux détails. Quand une institution ne s'est pas prononcée sur quelque chose, ne disons pas qu'une décision qu'elle aurait prise sur un autre sujet a valeur absolue, universelle sur tous les sujets. Ce n'est pas ça. L'institution constitutionnelle s'est prononcée sur la validité des candidatures, pas sur le scrutin. D'ailleurs, la Cour n'a pas compétence pour se prononcer là-dessus. Et les questions de nationalité, ça implique les services secrets qui doivent donc faire des diligences parce que la Cour n'a pas ni les compétences ni les moyens de mener ces diligences-là. C'est les services secrets, les services de renseignement qui mènent ces diligences-là, qui peuvent donc aboutir avant le prononcé de la décision de l'institution constitutionnelle ou après. Et donc, si ça se prononce après, le président, garant du respect de la Constitution, est obligé de prendre une décision. Et la décision qui consiste à faire respecter la Constitution. Ce que le président a fait, c'est de faire respecter la Constitution. Ceux qui ont du mal à le comprendre comme ça, malheureusement, et qui ne voient que, un certain héritage de la France-Afrique, devraient essayer de garder toutes leurs raisons et d'avoir la retenue et la distance suffisante qui permettent d'analyser et de comprendre la démarche présidentielle. Il y avait ce premier problème, mais il y en avait un autre. L'autre problème auquel est confronté le pays, mais la corruption, c'est quelque chose de terrible. Peut-être que le terme est tellement banal qu'on ne comprend plus ce qu'il veut dire. Corruption veut dire pourriture. Ça veut dire pourriture. Corrompre veut dire pourrir. Donc quand on parle de la corruption, on est en train de parler de la pourriture. Si vous dites qu'il y a des soupçons graves de corruption sur la seule institution qui sert à planir. Non, même pas. Aplanir même, c'est que le début. Mais qui sert à dire de manière définitive ce qui est le permis et le défendu dans un pays. Oui. Si vous dites que l'institution sur laquelle on se repose pour se prononcer sur la vision du pays et sur la liste des lois fondamentales du pays pèse sur elle des soupçons de corruption, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous êtes en train de dire que tout dans le pays n'a plus de valeur. Parce que si cette institution, éventuellement, il est avéré plus tard qu'il y a eu corruption, éventuellement, parce que l'institution a déjà émis un communiqué disant qu'il n'y a eu rien de tel. Si éventuellement, mais on attendra les conclusions de la commission d'enquête parlementaire, parce que toute modification relative à cette institution-là ne peut être liée qu'à la loi. Donc, c'est l'Assemblée qui seule est capable de décider soit de la dissoudre, soit de modifier sa composition, soit de modifier son fonctionnement. Et actuellement, l'Assemblée a mis sur place une commission d'enquête parlementaire. Et cette commission est en train de faire son travail. Donc, au fond, par intégrité et honnêteté, cette institution devrait même, elle-même, parce qu'il pèse sur elle des soupçons de corruption, suspendre ses propres activités.
Parce que lorsque ce genre de soupçon pèse sur vous, continuer à faire votre travail, à donner l'impression de le faire, est une manière à la fois de prendre de haut ceux qui vous accusent, mais également de mépriser ce qu'on appelle la justice. Tous ceux qui sont mis en examen par définition devraient démissionner. Tous ceux qui sont soupçonnés par définition devraient se mettre à la disposition de la justice pour se défendre. Défendre leur honneur, défendre se défendre contre ce pourquoi ils sont accusés. Je crois que c'est ça l'attitude de ceux qui sont responsables face à cette situation. Que fait le président? D'abord, il ne se mêle pas de ça, il respecte la séparation des pouvoirs. Donc l'imbroglio, ce n'est pas lui qui crée l'imbroglio. C'est quelque chose qui existe et il dit, je ne peux pas me mêler de ça compte tenu de la séparation des pouvoirs. Mais je ne peux laisser un précédent fâcheux se produire et qui fera jurisprudence demain et un Néo-Zélandais ou un Argentin ou un Canadien viendra diriger le Sénégal. Je ne peux d'ailleurs également continuer lorsque les soupçons de corruption dont on parle viennent justement de la validation des candidatures de ceux qui devraient participer à l'élection présidentielle. Ce qui, évidemment, dans le même temps, entache directement le scrutin. Et donc, Dr Yam Timba, l'une des questions peut-être principales qui pourrait permettre d'élaguer ces pensées ou alors ces analyses que vous avez qualifiées de biaisées et d'erronées tout à l'heure serait le président Macky Sall est totalement dans son droit, est totalement en pleine légitimité et en pleine légalité de prendre une décision comme celle qui a été prise lors de sa dernière allocution face au peuple. C'était, à mon avis, la décision la plus pertinente qu'il pouvait prendre. Pour une raison simple. Moi, j'entends les gens dire, oui, mais il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu une catastrophe naturelle, donc on ne comprend pas très bien. Non, messieurs. Là, il ne s'agit même pas de guerre, il s'agit de l'existence même de votre État. Est-ce qu'il y a quelque chose de supérieur à l'existence même de votre État? Vous pouvez avoir une guerre qui se gère. Mais là, il s'agit de l'existence même de votre État. C'est-à-dire que vous avez, et sans compter le fait que vous avez des candidats qui ont demandé un report. Alors après, on va dire, oui, mais un candidat qui demande un report, les autres veulent continuer, ils vont continuer. Ça, c'est une chose. Mais vous avez quand même l'Assemblée nationale, tout tendait à croire que l'Assemblée accepterait cela, puisque la proposition de loi a été entérinée, soutenue par pratiquement tous les députés, en tout cas la grande majorité des députés, et même les députés du camp présidentiel. Oui. Puisque le PDS compte à peine 15%, enfin 18%, même pas encore 20%, mais autour de 17-18% à peu près des députés. Donc c'est pas ça qui aurait fait, qui leur aurait permis de gagner au vote. Donc il y a eu la coalition au pouvoir qui elle-même a estimé qu'il fallait ce report-là demandé par le PDS. Oui. La vérité est que dans la situation où l'essentiel des élus de la nation a demandé un report et est en train de travailler pour adopter une loi dans ce sens, le président peut refuser de promulguer la loi. Mais les dispositions constitutionnelles sont telles que quand il l'aura refusé une deuxième fois, la troisième fois, il n'aura pas le choix, il sera obligé de la promulguer. Du coup, il sait qu'il est coincé. Et les députés, dans ce genre de situation, n'ont pas tendance à revenir en arrière parce que vous ne pouvez pas à la fois vous coaliser pour demander un report et par la suite dire que vous ne voulez plus de ce report. Ça aussi, ça perturberait, ce serait ça donnerait l'image d'une Assemblée nationale divisée. Pas divisée, divisée serait même qu'elle existe. Ça donnerait l'idée que l'image d'une Assemblée nationale sans valeur. Sans racine? Non, même pas, mais qui n'aurait aucune consistance. Qui n'aurait pas de consistance. Et qui, parce que n'ayant pas de consistance, n'aurait plus l'autorité suffisante pour représenter le peuple. Les questions qui sont soulevées par ce report sont des questions fondamentales, à la fois sur le plan constitutionnel, mais également sur le plan purement politique. Et les gens qui abordent ça sous un seul angle, qui est par exemple juridique uniquement, oublient la question politique. Et ceux qui
aborde cela sur le plan purement politique, oublie la question juridique et constitutionnelle, mais beaucoup oublient surtout la question sociale. La société sénégalaise a besoin d'être assurée, a besoin que les institutions fonctionnent de manière claire et que lorsque le président écoute tout le monde, prend une décision qui finalement fait consensus, oui. Il ne faudrait pas qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui viennent dire que ce n'est pas de cette façon-là, sans avancer des arguments suffisamment forts pour remettre en question ce qui a été fait. Les arguments aujourd'hui qui portaient sur le fait que qui ont invoqué la CEDEAO, ce n'est pas la CEDEAO qui gère le Sénégal. La CEDEAO ne gère pas le Sénégal. Donc invoquer la CEDEAO dans ce débat devrait être simplement, est-ce que à l'extérieur, les gens comprennent ce qu'on fait, mais ce n'est pas, est-ce que ce qui est fait est pertinent. Ce qui est fait est pertinent, porte sur la Constitution, le fonctionnement, les missions et les attributions du Conseil constitutionnel, l'Assemblée nationale et les pouvoirs du président. Dans la situation actuelle, ce que les gens ne voient pas, c'est que si, éventuellement, vous avez quelqu'un avec la double nationalité qui gagne les élections, ce n'est pas un coup d'État, c'est une colonisation. Et pour un pays qui a été colonisé, mais est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire, ça? Justement, la situation n'est jusqu'ici pas du tout vue sous cet angle-là, Dr. Yamtimba. Les gens ne le voient pas comme ça. Avec déjà 2 candidats avec la double nationalité, eh bien, les analyses sont restées cambré sur le fait que le président Macky Sall, vous l'avez peut-être mentionné tout à l'heure, n'ayant pas pu se maintenir au pouvoir, tente un échappatoire ou ce type d'analyse. Mais il y a une autre encore qui a été élaborée, c'est celle qui voudrait mettre en avant une tentative d'empêcher un candidat du PASTEF d'être président. Mais on rappelle, Dr. Yamtimba, qu'il y a un candidat pour le parti au pouvoir. Il y a déjà un successeur au président Macky Sall qui n'est nul autre que Amadou Ba. Celui-ci, d'ailleurs, enfin, tout le parti et tout le monde était prêt à lancer cette campagne présidentielle jusqu'à ce que le président prenne cette décision qui, selon votre analyse, est totalement justifiée, reste dans la légalité et dans la... comment dire, reste en tout cas une décision complètement justifiée. Absolument. Alors après avoir mis tout cela sur le tapis, Dr. Yamtimba, il reste qu'on a constaté un soutien à cette décision du président Macky Sall, même si aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de parler à l'Assemblée nationale, les discussions se poursuivent dans cette lancée. Plusieurs personnes, soutien au président Macky Sall, ont salué une décision responsable, une décision qui viendrait sauver d'une certaine manière non seulement l'image du pays, mais aussi l'État, car depuis plusieurs années, d'ailleurs le Sénégal est souvent considéré historiquement comme l'un des pays où la démocratie a toujours été respectée. Écoutez, d'abord 2 choses. Je crois qu'il faut que nous évitions de nous prévaloir très souvent de ce que nous ne sommes pas capables de faire. Je ne crois pas du tout que le candidat dont vous parliez tout à l'heure, je ne suis même pas sûr qu'il aurait fait, je ne sais pas, en tout cas il n'aurait pas gagné cette élection, j'en doute, parce que quand on regarde sa base électorale, on rappelle que vous parlez de l'opposant et pas du candidat du parti au pouvoir. Oui, bien sûr. Car j'ai mentionné je crois que vous me parliez, oui. Quand vous avez parlé d'un opposant, j'ai même du mal à me souvenir de son nom. C'est dire à quel point j'ai du mal à croire que beaucoup de Sénégalais se souviendraient éventuellement de son nom. Donc, je pense que c'est très bien qu'il se présente. Il est sénégalais, il a le droit. Et puis, il a certainement un idéal à vendre aux Sénégalais. On aimerait l'entendre. Parce que nous autres, les Africains, on écoute tout le monde. C'est pour ça que nous faisons la palabre africaine. Et je crois que c'est à la palabre que le président a appelé tout le monde en disant, bon, allez, on est coincé là. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne vais pas prendre une décision unilatérale. Ce d'autant plus que je ne suis pas compétiteur. Je vais vous appeler tous et on va prendre une décision ensemble qui va permettre au pays d'avancer. Oui. Voilà. Pour que nul n'accuse l'autre d'avoir décidé de façon dictatoriale de ce que le pays doit faire.
où doit devenir et dans quel sens il doit aller. Donc, je crois que la situation actuelle, au fond, quand on regarde les sondages, je crois que le Premier ministre Samadou Douba aurait gagné cette élection dès le premier tour. Haut la main. Parce que je ne vois pas du tout comment les autres auraient pu, sincèrement, compte tenu du travail qu'il a abattu aux côtés du président Macky Sall, j'ai beaucoup de mal à imaginer qui aurait pu le battre. Ce d'autant plus que la demande souverainiste, la demande d'indépendance et de souveraineté du Sénégal que la jeunesse exprime, mais est portée d'une façon absolument forte par le président Macky Sall sur un terrain d'une manière subtile qui porte essentiellement sur l'économie, qui s'est appuyé sur l'économie en disant « je construis les fondamentaux économiques ». Et le débat politique, je préfère ne pas trop rentrer souvent là-dedans. Je construis un pays et les gens découvriront que c'est un pays qui a énormément avancé en 10 ans, 10-12 ans, beaucoup plus qu'il n'a avancé en un demi-siècle. Et ça, c'est extrêmement important. Maintenant, les soutiens dont vous parlez. Ce que je souhaiterais, c'est que tous les soutiens se fondent sur les textes. Les gens ne devraient jamais apporter leur soutien à un chef d'État. Moi, je ne donnerais jamais un chèque en blanc à un chef d'État. Parce que les hommes politiques, excusez-moi, mais ils sont ce qu'ils sont. Mais il vaut mieux les juger sur le terrain. Il vaut mieux les juger par rapport à l'aune des procédures, à l'aune des dispositions réglementaires, pour voir s'ils sont sérieux et crédibles. Tous ceux qui le soutiennent, lui apportent du soutien. J'aimerais qu'il puisse s'appuyer sur les textes du Sénégal. La Constitution, les éléments de droit du Conseil constitutionnel, les éléments de l'Assemblée nationale, mais également tout ce qui est lié au code électoral et tout ce qui est lié particulièrement en ce qui concerne les questions constitutionnelles au pouvoir du président. Si on se fonde dessus pour lui apporter du soutien, ça rehausse l'image du Sénégal. Ça montre qu'il y a là un président qui ne prend pas ses désirs pour la réalité, ce qu'il a toujours essayé de faire. Ça montre qu'il y a là un président qui respecte tout le monde et qui essaye de travailler dur pour que le pays aille dans le bon sens et qui évite de favoriser qui que ce soit. Parce que le président aurait pu faire une chose simple. On aurait simplement pu mettre un garde à vue, Mme Wardini, et lui faire renoncer à l'élection. C'est-à-dire qu'elle aurait pu dire « je ne participe plus », puisqu'on a découvert ma double nationalité. Mais je dis encore aux Sénégalais, imaginez que Mme Wardini aurait gagné les élections. Ça aurait dû dire que c'est une Française qui aurait été à la tête du Sénégal. Pour des Sénégalais qui ont été dirigés pendant longtemps par des Français, cela aurait été purement et simplement le retour de la colonisation, le retour du haut commissaire français, du gouverneur français. Parce que ça voudrait dire que désormais, si un Français dirige le Sénégal, on retourne à la colonisation française du Sénégal. C'est ça que les Sénégalais veulent. Parlons un peu du débat politique, parce que là, on est dans le débat politique. Est-ce que c'est ça que les Sénégalais veulent? Personne ne parle de cela, de ce risque-là. Vous avez monsieur, comment il s'appelle, le fils de l'ancien président? Karim Wade. Voilà, monsieur Karim Wade, qui a la nationalité française et qui veut diriger le Sénégal. Ça veut dire un Français, et lui d'autant plus que sa mère est française, je crois. Oui, c'est sa mère qui est française. C'est encore pire. Ça veut dire que lui, dans son cas très particulier, il a non seulement le bon teint du blanc, mais il a également la nationalité du blanc, de celui qui a colonisé le Sénégal de 1830 à 1960. Les Sénégalais veulent rentrer à ça? Ils veulent rentrer à cette époque-là? Faites attention. C'est ça le débat politique. Et le débat politique, les gens ne le font pas. Ils vous font un débat d'humeur, un débat de désir et de rêve sans fondement. C'est ça le débat politique. Est-ce que les Sénégalais veulent voir un Français diriger le Sénégal? Mais c'est très bien, puisqu'il y a une base militaire française à Dakar.
Très bien, dans ce cas, on va donc transformer cette base militaire en quartier général de commandement militaire du Sénégal et le chef d'état-major, ce sera le commandant de cette base militaire. C'est ça que les Sénégalais veulent? Il faut qu'on soit sérieux avec l'Afrique et il faut qu'on soit particulièrement sérieux avec le Sénégal. C'est 17 millions, 18 millions de personnes et ces 18 millions de personnes aspirent à une meilleure vie. Et je crois que le président Macky Sall leur donne en ce moment une vie nettement meilleure qu'ils n'en ont jamais eue pendant les 130 années de colonisation de la France et pendant les 60 dernières années de leur indépendance. Merci, Dr Yamtimba, pour ces analyses sur la question. Alors, à l'aune de tout ce qui a été dit déjà sur ce plateau et des déclarations du président Macky Sall, que je mentionnais d'ailleurs en amont tout à l'heure, j'engagerai un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre et inclusive dans un Sénégal apaisé et réconcilié. Dr Yamtimba, est-ce qu'on peut parler d'un avenir politique à présent du Sénégal et sous quel prisme? Que réserve cet avenir politique après une annonce comme celle-là du président Macky Sall et les tractations que l'on voit? On a parlé tout à l'heure des soutiens, vous parliez de ceux qui soutiendraient sur la base des textes ou encore du travail abattu et de la justification de cette décision. On a vu le secrétariat national exécutif par exemple qui a fait une sortie pour saluer et féliciter la décision du président Macky Sall. Quel avenir politique pour le Sénégal aujourd'hui, pour ce scrutin, pour la vie politique en elle-même? Il faut que les candidats évitent de tomber dans le piège des révolutions de couleur. C'est ça qu'on a essayé l'année dernière. Ça a coûté la vie à 16 jeunes Sénégalais. Mais ils remettent une couche. Mais là, ils en remettent une couche et c'est inacceptable. Vous savez, je dis toujours aux gens, le président Macky Sall est un produit de la France-Afrique. Il a servi à l'époque Wade, Diouf, Wade, tous ces gens-là, toutes ces personnes-là. Il a cheminé avec les Français au début lors de son premier mandat. Mais il y a des choses qui ne changent pas chez un homme. Dans sa jeunesse, c'était un esprit rebelle. Et tout ce que j'ai eu la chance de rencontrer au Sénégal me disent, ce type-là, on ne lui dicte pas sa conduite. Il a toujours été comme ça. Et il dit dans son livre, Le Sénégal au cœur, qu'il n'a jamais été d'accord, il n'a jamais digéré la colonisation du Sénégal. Donc il a travaillé pour sortir le Sénégal de l'influence française. Tous les pays ne sortiront pas de l'influence française de la même façon. Dans certains, il y aura des coups d'État et des militaires arriveront au pouvoir, Mali, Niger, Burkina, Guinée, Conakry. Dans d'autres, des hommes en costume, des cols blancs pouvaient y arriver. On l'a en Centrafrique. Au Sénégal, la vérité est que les forces obscures, les forces impérialistes cachées, tapis dans l'ombre qui veulent absolument que la révolution de couleur réussisse au Sénégal, ont infiltré cette élection. Ont infiltré ce scrutin avec toutes ces personnes avec des doubles nationalités, avec des gens bien connus d'organisations financées de l'extérieur par un certain nombre d'organisations qui aiment bien financer les révolutions de couleur. Ces gens ont infiltré cette élection-là parce qu'ils savent que la victoire de M. Amadou Ba consolidera définitivement l'option souverainiste et indépendantiste choisie par le Sénégal. Beaucoup d'Africains doivent savoir que le Sénégal a refusé de traiter d'uranium avec la France, a refusé, vous imaginez ça, a refusé de traiter de l'uranium avec la France, qui voulait acheter l'uranium sénégalais comme ils l'ont fait au Niger, a refusé de traiter du gaz avec la France. Vous imaginez tous les problèmes qu'ils ont en Europe, gaz, la France ne rêvait que de ça, avoir du gaz à quelques kilomètres, quelques milliers de kilomètres, c'est beaucoup plus proche que la Russie. Et je peux aligner beaucoup de choses comme ça. Beaucoup de gens disent, oui, mais il a fait tout ça. Oui, mais il y a quand même la base militaire, et puis il a donné les TER, il a donné les autoroutes. Sauf que les Français ont fait 200 km d'autoroute sur les 565 qu'il a construits. Et je crois qu'il a arrêté. Le reste est construit par des entreprises sénégalaises. Il a créé des lois de contenu local qui font que même les multinationales qui travaillent avec lui, avec le Sénégal aujourd'hui, sont obligées d'avoir des partenaires sénégalais et de réserver un quota de hauts cadres et de personnel spécialisé aux Sénégalais. Ça rassure les jeunes étudiants sénégalais qu'ils auront de l'emploi garanti.
il y a tout cela qu'il faut prendre en considération quand on juge l'homme. Oui. Et il faut tenir compte du fait que vous avez là un président à qui le Conseil constitutionnel a dit vous pouvez vous représenter parce que le mandat de 7 ans était un mandat qui ne comptait plus à partir de la révision constitutionnelle de 2019, de 2016, pardon, et que le premier mandat, celui qu'il est en train d'achever là, serait le premier quinquennat. Et il aurait le droit de pouvoir briguer un deuxième 2024, 2029. Mais il a décidé volontairement de ne pas briguer un autre mandat parce qu'en 2019, il avait annoncé qu'il ne resterait pas après 2024. Et il a respecté sa parole. Oui. Quand vous avez une personnalité comme celle-là, vous devez faire attention quand vous la jugez. Et je crois que les gens qui provoquent la mort des jeunes Sénégalais et les gens qui créent des crises à chaque fois, qui détruisent des investissements importants comme ce qui a été détruit en 2023, oui. Alors que ça permet au Sénégal d'avancer. Je rappelle que le Sénégal, le TER est beaucoup plus moderne que la plupart des moyens de transport du même type en Europe, par exemple. Que les gens détruisent cela est quand même inacceptable. Et je crois que le pays aujourd'hui, vous devez savoir quel est le président africain connu qui laisserait son pays alors qu'on est en train de faire un investissement de 5 milliards d'euros, de 5 milliards de dollars, pardon, pour l'exploitation de gaz. Vous en connaissez beaucoup? Beaucoup de présidents africains, on est en train d'investir 3 280 milliards de francs CFA et lui dit je m'en vais, je laisse le pouvoir. Vous en connaissez beaucoup? Macky Sall l'a fait. Et il n'y a pas que ça. Il y a le port que construit Dubaï, presque 1,5 milliard de dollars. Vous avez plein d'autres choses. Donc, je crois qu'il faut juger ce président sur ses réalisations économiques. Il arrive, il trouve 600 000 tonnes de production de riz. Tout le monde connaît le riz sénégalais. Il est célèbre à travers le monde, dont les Sénégalais ont besoin d'avoir beaucoup de riz. Là, il est en train de partir. Le Sénégal a dépassé 2 millions de tonnes de production annuelle. Donc, il laisse un pays où on peut manger le riz sénégalais tous les jours et à toutes les sauces. Donc, je pense que nous devons faire très attention. Et ce débat politique, doit porter pour le Sénégal, puisque le président n'est plus là. Il a dit qu'il ne se représente plus. Quel est son héritage? Quel est l'héritage du président? En fait, les forces qui veulent conduire les révolutions de couleur veulent détruire l'héritage du président Macky Sall. Et en détruisant son héritage, ça leur permet en fait de remettre en cause toute l'option souverainiste qui se met en place. Vous avez un président qui est tout à fait d'accord avec la CEDEAO, tout au moins formellement, mais qui réhabilite quand même le chemin de fer Dakar-Bamako. C'est certainement pas pour que ce soit les cabris et les oiseaux qui gambadent dessus. C'est pour transporter tout ce qui arrive au môle 3 de Dakar, qui représente 30-40% à peu près de tout ce qui arrive au port de Dakar et qui est destiné au Mali. Voilà le président qui est en train de partir. Donc les gens qui disent oui, mais en fait, c'est pour détruire l'AES, il y a quand même quelque chose qui leur manque dans leurs éléments d'analyse. Et je crois qu'au fond, ce président-là est quand même le premier qui va dire il faut qu'on dialogue. Il faut qu'on dialogue. Et il demande à toutes les forces politiques d'aller dialoguer parce qu'il va convoquer un dialogue national sur ce sujet. Je crois que tout le monde devrait y aller. En plus, ce n'est pas lui qui a été le premier à dire qu'il y aura un report. C'est les gens qui veulent lui succéder qui ont été les premiers à aller dire qu'ils veulent un report parce qu'ils n'étaient pas prêts. Oui. Ça, c'est le débat politique. Je ne suis pas sur le juridique. Ça, c'est le débat politique. Il y a des gens qui vont compétir. Lui, il n'est pas candidat. Et qui disent, Monsieur le Président, il faut un report. Et après, c'est lui qu'on accuse d'avoir reporté les choses. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ce débat politique. Et je crois qu'il faudrait que ce débat politique soit mené avec le calme, avec sérieux. Le président vous a réitéré qu'il ne sera pas candidat, qu'il ne fait pas partie de ceux qui vont compétir. C'est déjà beaucoup d'assurance. Donc, il se met au-dessus de tout le monde. Vous voyez qu'il ne privilégie même pas le candidat de son propre parti. Il dit non. Moi, je suis au-dessus de la mêlée. Donc, je vais m'assurer que la seule chose qui ne casse pas, ou qu'on ne casse pas, c'est le Sénégal. Donc, nous allons protéger le Sénégal. Et c'est très bien que son parti l'ait suivi et suive
ce mouvement de protection, de préservation du Sénégal, qui va permettre que ce pays-là, oh, écoutez, c'est pas un report après 60 ans qui va faire que la démocratie au Sénégal disparaisse. Mais c'est ça qui va renforcer cette démocratie. Parce que c'est un appel. Et personne ne parle de cet autre aspect. C'est un appel à la vigilance. C'est un appel à dire aux gens que la démocratie, c'est un plébiscite de tous les jours. Si vous n'êtes pas vigilant, elle meurt. Et si elle meurt parce que vous n'avez pas été vigilant et que vous pouvez avoir un risque tel que votre pays peut retomber sous la colonisation française, vous aurez échoué d'une manière qui est plutôt lamentable. Mais si vous êtes vigilant, il vaut mieux un petit report qui permette d'avoir des élections transparentes, comme il l'a dit, crédibles, inclusives, et qui permettent au Sénégal de continuer. Autre chose que les gens ont soulevé. Les gens ont dit, oui, il ne sera plus président le 4. Il faut arrêter ça. Ce n'est dit nulle part dans la Constitution. Il n'y a pas une heure, une minute, une seconde pendant lesquelles un pays ne peut pas être dirigé. S'il n'y a pas un nouveau président élu, le président en exercice continue de diriger le pays avec tous les pouvoirs. C'est ça, l'idée du pouvoir. Il faut que les gens sachent ce qu'on appelle le pouvoir en politique. Le pouvoir en politique, ce n'est pas le poste. Il ne faut pas les confondre. Le poste, c'est que au 4 avril, effectivement, le président Macky Sall ne sera plus vraiment celui qui a le poste parce que on obtient ce poste par élection et il y a un mandat. Et le mandat a une fin. Par contre, comme il n'y aura pas un nouveau président, il continue, lui, à assumer le pouvoir. Parce que le pouvoir ne s'arrête pas. Mais entre-temps, docteur Yamtimba, cette loi est en train d'être, est en cours d'être dérogée. Si nos informations, évidemment, sont bonnes, c'est vrai que les discussions ne sont pas encore terminées, afin de permettre au président Macky Sall de ne justement pas être au soir, ou alors au soir du 4 avril, les mains et les pieds liés par soi-disant un manque de poste ou une casquette qui lui aurait été retirée pour justifier par après certains mouvements que je vous vois venir pour annoncer. Allez-y, docteur Yamtimba. Vous savez, je vais vous dire, madame, les gens s'amusent avec ce qu'on appelle la politique. La politique, c'est un jeu, mais la politique, ce n'est pas la cour de récréation. Il s'agit de votre pays, il s'agit de millions de gens. Il s'agit des efforts cumulés d'un peuple pendant des décennies, pendant des siècles. Vous ne pouvez pas vous amuser avec ça. Qui a dit d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a cette disposition de 80 jours, mais vous êtes au début du mois de février. Le dialogue, il peut se tenir à la fin de cette semaine. Les élections peuvent avoir lieu toujours ce mois ou en début mars. Et en avril, il y aura un président, ou même en mars, en mai ou en juin. Bon, certains annoncent le mois d'août. Certains annoncent le mois d'août. Mais je crois qu'il vaut mieux avoir un bon président, un président élu normalement, un président légitime, un président sans contentieux pré- et post-électoral grave, mortel, qui soit de nature à perturber ou, disons, à entamer non seulement le processus électoral, mais également la vie même des Sénégalais. Je crois que c'est préférable. La vie sociopolitique du pays. Oui, la paix et la stabilité du pays, qui sait peut-être même l'existence du pays, que de courir le risque de se retrouver dans un imbroglio dont le pays risque de ne pas sortir après peut-être 20 ans. Je rappelle aux gens que il y a des pays dans le monde où le contentieux électoral, pour l'évacuer, ça a pris des décennies. Les gens ont du mal à croire ce genre de choses, mais ça existe. Ça existe. Et ce type de contentieux électoral est toujours impulsé, soutenu, financé et porté par des acteurs extérieurs qui cherchent à créer des révolutions de couleur, qui cherchent à contrôler les pouvoirs dans certains pays. Le contrôle des pouvoirs dans certains pays, ça a pour finalité l'accès à un certain nombre de ressources naturelles
et surtout l'accès au marché. Il n'y a aucune gloire à avoir un Sénégal dans lequel le contenu local n'est pas respecté. Avoir un Sénégal dans lequel, malheureusement, les Sénégalais n'ont pas l'accès à leurs propres ressources naturelles parce que, malheureusement, le pays est une colonie. Aujourd'hui, il y a, quand on parle, par exemple, de la présence des bases militaires, nous espérons que d'ici au plus tard, 2025, il n'y aura plus de bases militaires françaises en Afrique, particulièrement dans les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Bases militaires, missions logistiques, toutes les formes que ça prend là, oui. Qu'il n'y en aura plus. Mais il y a ceux qui chassent ces gens-là, comme on l'a fait au Niger ou au Mali ou au Burkina. Il y a ceux qui adoptent la stratégie du pourrissement, c'est-à-dire qu'après votre base militaire ne vous sert à rien. Il n'y a aucune collaboration, il n'y a aucune coopération avec votre base militaire, entre votre base militaire et l'armée locale. Et beaucoup de Sénégalais doivent savoir que c'est à peu près cette stratégie que Macky Sall a adoptée depuis qu'il est là. Très peu de coopération. Pratiquement, il y a des années où il n'y en a même pas eu entre cette base militaire et l'armée sénégalaise. Et donc, l'armée sénégalaise, qui a d'ailleurs de bonnes raisons, et quelqu'un comme Macky Sall ne peut pas avoir oublié ce qui est arrivé à l'armée sénégalaise à la fin de la première guerre du Golfe en 91. Beaucoup d'Africains ont oublié, mais je crois que Macky Sall, lui, ne pouvait pas oublier ça. Il y a eu des centaines de soldats sénégalais qui ont été perdus au-dessus du désert du Sahara. Oui. Et je crois que tout ça fait qu'on met en place une stratégie de pourrissement qui fait qu'il y a une rupture de communication, une rupture de collaboration, une rupture de coopération, qui fait que votre base militaire, en réalité, devient une sorte de prison. Et vous regardez que c'est une sorte de prison qui est là au centre de Dakar, qui est enfermée, où il y a des militaires français qui font rien, qui se retournent les pouces. Et qui eux-mêmes devraient se poser des questions sur leur présence au Sénégal. Ils servent à quoi? À rien du tout. Donc, le débat politique doit porter sur ce qui est essentiel, pas sur les détails, pas sur les humeurs des gens. Oui. Je crois que c'est ça. Et je crois qu'aujourd'hui, le report de cette élection, c'était ce qui valait mieux pour le Sénégal. Et maintenant, il faut que chaque candidat aille mieux se préparer. Parce qu'en plus, ils n'étaient pas prêts, pour la plupart. Donc, ils peuvent aller mieux se préparer, mieux s'organiser et faire une campagne de qualité, une campagne de paix, au cours de laquelle on a maintenant le temps de revoir les discours, d'enlever tous les mots qui choquent, qui heurtent, qui insultent, et de mettre des mots qui construisent, qui respectent, qui valorisent et qui portent le Sénégal au nu. C'est ça, la campagne à laquelle Macky Sall les appelle avec cette décision-là. Merci, docteur Yam Timbo va peut-être sortir par là. Eh bien, est-ce qu'on pourrait dire, puisque c'est vrai, on a parlé de comment on en arrive là à cette décision du président Macky Sall, comment comprendre, je crois que suffisamment de détails ont été donnés avec vous sur ce plateau, mais est-ce que on n'a pas l'impression que les Africains et l'opinion africaine, peut-être manipulée, peut-être pas, est tellement attachée à ces élections mathématiques et complètement automates qu'ils passent à côté de ce que vous avez mentionné tout à l'heure, comme être sûr d'avoir un président qui prendra soin du pays, qui viendra consolider l'héritage et tout ce qui va avec, et préfère se jeter aujourd'hui dans cet attachement à ces élections traditionnelles et oublie complètement la vie sociopolitique du pays. On peut mentionner certains exemples comme des déclarations dépourvues d'amour, de patriotisme qui ont pu être décelées sur les réseaux sociaux ou encore dans certains médias étrangers qui parlent par exemple de séisme politique ou de dictature ou que sais-je encore. Autant de choses, docteur Yam Timba, est-ce qu'on peut affirmer cela? Bien mieux d'ailleurs, on peut dire encore plus que ça. Ce qui se passe, c'est que, en fait, les gens ne sont même pas attachés aux élections. Parce que s'ils étaient attachés aux élections, ils feraient attention aux conditions des élections. Ils seraient attachés aux dispositions réglementaires qui encadrent les élections. Ils seraient attachés aux dispositions constitutionnelles relatives aux élections. En fait, les gens n'y sont pas attachés. Les gens estiment simplement que, en fait,
notre peuple est tellement, je parle de notre peuple africain, Oui. particulièrement là où on parle le français, utilise le franc CFA, notre peuple est tellement manipulé par les médias mainstream, par le, les médias mensonges, comme on les appelle, qui sont en réalité, si vous voulez, les médias au service d'un certain nombre d'intérêts internationaux, particulièrement les intérêts de l'ancienne puissance coloniale. Et ces médias sont trop présents. Ils sont omniprésents. Et leur omniprésence fait que les gens ont cessé de réfléchir par eux-mêmes. Les gens vont difficilement au-delà de ce qu'on leur dit et de ce qu'ils entendent. Parce que, vous vous souvenez, nous avons fait plusieurs émissions quand il y a eu cette tentative de révolution de couleur à l'époque. Quand nous en parlions en essayant de mettre en avant un certain nombre d'éléments, les gens disaient, mais comment il peut dire ça? Et après, ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait un sérieux problème. Ouais. Aujourd'hui, nous leur disons, faites attention. C'est la même stratégie. C'est les mêmes gens avec la même stratégie de révolution de couleur, mais cette fois-ci en infiltrant une élection. Ils veulent infiltrer une élection présidentielle et l'infiltration de cette élection présidentielle leur permettra de reprendre la main au Sénégal. Parce qu'ils ont perdu la main au Sénégal. Et M. Ba, qui arrive, est simplement l'exécuteur testamentaire. C'est l'exécuteur des hautes œuvres pour mettre fin définitivement à leur possible reprise en main du Sénégal. Et c'est ça qui leur fait peur et ils veulent perturber cette élection. Le président s'est mis entre son peuple et ceux qui attaquent son peuple. Le président a protégé son peuple. Il a utilisé son dos, qui est ses pouvoirs exceptionnels que lui confère la Constitution, pour protéger son peuple en disant « Je prends les flèches qui viendront, parce que tous les médias mainstream sont en train de l'accuser. Je prends les flèches, mais je protège mon peuple. » Les Sénégalais le comprendront, je l'espère, très rapidement. Et les Sénégalais, qui sont des gens d'une finesse extraordinaire, qui sont des gens très intelligents et très délicats, quand ils vont s'en rendre compte, croyez-moi, ils vont se retourner contre tous ceux-là qui sont en train d'attaquer le Sénégal depuis un certain temps. Et ils vont pouvoir protéger leur pays et faire les choses comme il le faut pour que leur pays continue à fonctionner normalement. Il y a un pas que le Sénégal doit franchir. Le pas de la souveraineté, le pas de l'indépendance, le pas de cette espèce de dignité internationale sur le plan de dignité internationale qui lui manque encore. Et que le président Macky Sall a essayé de construire depuis 12 ans, et que, clairement, M. Amadou Ba va parachever pour que le Sénégal, comme tous les pays indépendants, comme tous les pays souverains dans le monde, puisse enfin se construire selon un modèle que, je crois, le président laisse entrevoir, selon le modèle des pays du Golfe et d'Asie du Sud-Est, qui sont des pays absolument souverains et qui se construisent de telle manière que la qualité de vie des populations soit admirable par tout le monde et par tous les pays à l'extérieur. Merci Dr Yam Timba, une toute petite perche pour sortir de cette émission, car il nous reste à peine quelques minutes. Ces révolutions de couleur, comme vous les appelez, tentent donc de se préparer du côté du Sénégal par ceux qui ont infiltré, ceux qui auraient infiltré l'élection présidentielle, comme vous le disiez tout à l'heure dans votre analyse. Mais il faudrait, sachant que le président Macky Sall est dans le viseur, si on peut le dire ainsi, de ces tentatives de déstabilisation ou alors de ces projets de déstabilisation, que celui-ci ait une politique, une stratégie adéquate pour endiguer ou encore empêcher que la crise n'aille où on a vu en 2023 par exemple. Est-ce que vous pensez que le président Macky Sall pourrait mettre en place une stratégie de calme, une stratégie de non-riposte, une stratégie de tortue, si on va le dire ça comme ça, pour éviter de tomber dans le piège? Le président ne peut pas venir tenir un discours sans avoir au préalable élaboré des plans avec toutes ses équipes. Oui. Le président a forcément discuté avec
les patrons de l'armée et les patrons de la police. Et ils avaient un plan de sécurisation du pays. Il a discuté, il l'a dit, il a consulté l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel, le Premier ministre. Ça veut dire que le gouvernement a un plan. Tout ça est prévu. Et il a consulté de façon forcément informelle. Le Sénégal, les chefs religieux traditionnels sont très puissants. Ils ont forcément été consultés. Et je crois qu'il a consulté un certain nombre de forces vives, de l'opposition même, et tous ces gens-là sont au courant. Je crois qu'aujourd'hui, il y aura toujours quelque chose qui échappera à ça. Comme ça a échappé par exemple en 2023. Je vous dis, les forces des révolutions de couleur sont autour, rôdent. Donc, il va y avoir des gens qui vont essayer de mettre le feu au Sénégal. Au lieu de se préparer à l'élection, le président n'a jamais dit qu'à compter d'aujourd'hui, il n'y aura plus des élections au Sénégal. Il a dit, compte tenu de 1, 2, 3, 4 éléments, nous reportons. J'abroge la convocation du corps électoral et j'invite à un dialogue national. Il faut qu'on s'entende. On est à la croisée des chemins, on va éviter une crise. Et laquelle est la meilleure façon d'éviter une crise? De dialoguer. Sur le plan politique, voilà la stratégie, dialogue. Mais détrompez-vous, sur le plan sécuritaire, il y a des mesures claires qui ont été prises et il y a des dispositions qui ont été prises pour que les débordements n'aillent pas au-delà du raisonnable. Le raisonnable, dans cette matière, vous tenez votre réunion, vous faites votre marche dans le silence, dans le calme et sans violence. Vous faites ça. La gendarmerie du Sénégal, la police du Sénégal, ce sont des gens bien formés qui ont déjà fait ça, encadrer des manifestations pacifiques. Mais si votre manifestation dégénère, à ce moment-là, ils savent quoi faire pour s'assurer que vous n'irez pas là. Vous n'allez pas provoquer le désordre et détruire les villes du Sénégal où on a fait beaucoup d'investissements en termes sanitaires, en termes d'infrastructures, en termes d'électricité, en termes d'accès à l'eau, en termes de construction d'infrastructures éducatives. On ne vous laissera pas casser tout ça. Mais si vous faites une manifestation pacifique, la police et la gendarmerie sauront vous encadrer et cet encadrement permettra à chacun de s'exprimer. Je crois que c'est le genre de choses dont on accusait par exemple le Centrafrique lors du dernier scrutin en juillet. Mais on a très bien vu que la police et la gendarmerie centrafricaine ont encadré des manifestations qui étaient pacifiques. Tout le monde s'est exprimé et après les élections sont déroulées dans le calme. Le Sénégal, au fond, vient d'avoir simplement une sorte de re-engineering de sa démocratie, une sorte de retoquage de sa démocratie qui lui permet de s'adapter aux nouvelles générations, aux nouveaux défis auxquels le pays est confronté, parce que le pays n'avait pas les mêmes contextes, ne vivait pas dans le même contexte que dans les années 60 ou 70. Aujourd'hui, il y a de nouvelles choses qui arrivent et le président, en réalité, en prenant cette décision, retoque un peu cette démocratie, lui donne un nouvel élan, un souffle nouveau, qui va donc permettre d'avoir, et j'ai hâte de vivre ça, une campagne électorale extraordinaire, je l'espère, au cours de laquelle ce sera argument contre argument, parce que les gens ont un peu plus de temps pour se préparer. Il faudrait déjà qu'ils le conçoivent comme ça. Ils devraient, parce qu'à ce moment-là, si quelqu'un avait prévu 2 phrases, il peut en mettre 4. Et ça lui permet de dire beaucoup plus de choses. S'il avait prévu un mot qui aurait pu glisser, heurter quelqu'un et avoir des attaques personnelles, il dit non, j'enlève ça. Je m'en vais parler du Sénégal. Au lieu de consacrer mon temps à quelqu'un, je consacre mon temps à mon message et au Sénégal. Donc, ils vont mieux se préparer. Ils ont la possibilité de se faire aider par tous les panafricanistes, en tout cas ceux qui sont panafricanistes, tous les panafricanistes du monde entier, en Haïti, aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Cameroun, au Mali, etc., sont prêts à les aider pour que cette démocratie vive, pour que cette démocratie reste toujours, comment on dit ça, reste toujours aussi admirable qu'elle l'a toujours été. Donc, que les gens aillent se préparer, que le peuple se calme. Parce que la vraie manifestation, la vraie réaction, c'est le bulletin de vote. Effectivement. Et c'est ce bulletin, c'est avec ce bulletin qu'il faut aller frapper les gens dans l'urne et en choisissant son candidat dans le calme
et dans la paix. Merci, merci docteur Yam Timba pour vos analyses et votre expertise apportées dans le cadre de cette émission Regard panafricain qui revenait sur l'actualité au Sénégal. Annulation, report du scrutin présidentiel, ce ne sera peut-être pas pour le 25 février prochain comme initialement prévu. On reste à l'affût de l'actualité du côté de Dakar. Merci à tous de nous avoir regardés. Docteur Yam Timba, à très bientôt. À très bientôt, madame. Merci à la partie technico-artistique savamment orchestrée par Mongo et Nkele qui était à la mise en onde et derrière les caméras. Merci à tous de rester sur For You Media Africa. L'information et les programmes se poursuivent.